Paragraphe 2.5. Énergie et puissance d'un signal. Diapo 1 sur 2. Définition. Et d'abord la notion de puissance instantanée. C'est la fonction P de t égale au carré du module du signal. Soit pour le cas général d'un signal complexe x de t, P de t égale x de t multiplié par x conjugué de t. À partir de là, on peut définir les notions d'énergie, et d'abord sur un intervalle de temps dt, dE égale P de t dt égale module de x de t au carré dt. Ce qui donne une énergie totale pour le signal x de t, E de x, égale somme de moins l'infini à plus l'infini de P de t dt, égale somme de moins l'infini à plus l'infini de module de x de t au carré dt. Ensuite, la notion de puissance moyenne Pm est d'abord sur un intervalle de durée t qui commence à l'instant t0. C'est l'énergie sur l'intervalle t0, t0 plus t divisé par t. C'est donc 1 sur t, somme de t0 à t0 plus t de module de x de t au carré dt. D'où la puissance moyenne totale, P de x, égale la limite lorsque t tend vers l'infini, de 1 sur t, somme de moins t sur 2 à plus t sur 2, de module de x de t au carré dt. Il existe deux classes énergétiques de signaux, en pratique, les signaux d'énergie finie et les signaux de puissance moyenne finie. Signaux d'énergie finie, c'est lorsque E est fini, et alors Pm puissance moyenne égale 0, et le cas courant, c'est celui des signaux dits transitoires. Signaux ensuite de puissance moyenne finie, c'est lorsque la puissance moyenne est finie, et alors l'énergie totale est infinie. En pratique, c'est le cas des signaux dits permanents. Et un cas particulier de signal permanent est constitué par les signaux périodiques, pour lesquels la puissance moyenne se calcule sur une période, soit Pm égale 1 sur t, somme sur une durée t, de module de x de t au carré dt. Ce qui donne une énergie par période égale à Pm multiplié par t, et une énergie totale qui est évidemment infinie. Paragraphe 2.5, énergie et puissance d'un signal, diapo 2 sur 2, exemple. Premier exemple, celui d'un signal rectangulaire. Il appartient à la catégorie des signaux transitoires. On a dessiné ici le signal rectangulaire d'amplitude A et de durée τ. Sa puissance instantanée est égale à A2 lorsque t est compris entre 0 et τ, et il est égal à 0 partout ailleurs. Son énergie totale est donc égale à somme de moins l'infini à plus l'infini de P de t dt, soit somme de 0 à τ de A2 dt, soit A2 multiplié par τ. Et sa puissance moyenne, comme pour tous les signaux transitoires, est nulle. Deuxième exemple, passons maintenant à un signal périodique, et d'abord le signal sinusoïdal. X de t égale grand A, sinus oméga t plus phi, oméga égale 2 pi f, pulsation, f, fréquence, égale 2 pi sur t, où t est la période. Sa puissance moyenne est égale à 1 sur t, somme sur une durée t de module de x de t au carré, c'est-à-dire A2 sinus carré oméga t plus phi, dt, soit en remplaçant sinus carré par 1 moins cosinus de l'arc double divisé par 2, A2 sur 2t, somme sur t de 1 moins cosinus 2 oméga t plus phi dt, c'est-à-dire A2 sur 2t multiplié par la primitive de 1, t pris entre 0 et t. Quant à la deuxième partie qui provient du cosinus, eh bien, elle est nulle à cause de la périodicité de la fonction. Donc ça fait A2 sur 2t multiplié par t, c'est-à-dire A2 sur 2. La puissance moyenne est donc égale à la moitié du carré de l'amplitude, ou encore au carré de la valeur efficace, où la valeur efficace est A sur racine de 2.
l'énergie par période de ce signal est égale à Pm multiplié par T, et donc égale à A2 T sur 2. Et l'énergie totale, comme pour tous les signaux permanents, est infinie. Troisième exemple, le train d'impulsion périodique, il est dessiné ici, c'est la périodisation de l'impulsion du haut. La puissance moyenne se calcule sur une période. 1 sur T, somme sur une période de x2 de t dt, c'est-à-dire 1 sur t, somme de 0 à taux de A2 dt, soit Pm égale A2 sur t multiplié par taux. Soit une énergie par période égale à Pm multiplié par t, c'est-à-dire A2 taux. Et une énergie totale, comme pour tous les signaux permanents, infinie. Paragraphe 2.6, rapport signal sur bruit, diapo 1 sur 2, définition. Modèle de signal bruité habituel en traitement de signal. C'est le modèle d'un signal x de t qui se compose de S de t plus B de t, où S de t est le signal utile, porteur de l'information, c'est ce qu'on appelle le message, et où B de t est le bruit additif, modélisant l'ensemble des perturbations. Le rapport signal sur bruit RSB, ou en anglais SNR, Signal to Noise Ratio, se définit comme le rapport de la puissance S moyenne du signal utile divisé par la puissance B moyenne du bruit. En général, ce rapport s'exprime en unité logarithmique, c'est-à-dire, s'agissant de puissance, par état en dB, décibels, dB, égale 10 logarithme à base 10 de état, qui est le rapport PS sur PB, égale 10 log à base 10 de PS sur PB. Utilisation, le contraste S sur B caractérise la dégradation du signal qui contient l'information utile par rapport au bruit qui l'affecte et n'en contient pas. Il se mesure en différentes étapes du traitement d'un signal ou d'une chaîne de transmission d'informations. Paragraphe 2.6, rapport signal sur bruit, 2 sur 2, représentation des signaux bruités. Considérons un signal original et le signal bruité pour différentes valeurs du RSB, du rapport signal sur bruit, en commençant par 20 dB. Alors d'abord le signal tout seul, le signal non bruité. On prendra, pour que ce soit simple, un signal sinusoïdal, par exemple celui-ci, et si le RSB, le rapport signal sur bruit, vaut 20 dB, voilà l'allure du signal plus bruit, c'est-à-dire du signal bruité. On y reconnaît très bien la sinusoïde, elle est simplement un petit peu mitée. Pour un rapport signal sur bruit de 10 dB, après on verra 0 dB, on aurait le signal bruité représenté ici. On reconnaît toujours la sinusoïde, mais le signal est davantage perturbé. Et maintenant, pour un rapport signal sur bruit de 0 dB, ce qui correspond au cas d'une puissance moyenne de signal utile égale à la puissance moyenne du bruit, voilà beaucoup plus chahuté l'allure du rapport, du signal bruité. Ceci termine le chapitre 2. Paragraphe 3.1, représentation temps-fréquence des signaux. En traitement de signal, on utilise deux représentations duales des signaux. L'une temporelle, x de t, où
la variable t représente en général le temps, qui dans le cours de traitement analogique du signal s'écoule continuellement. C'est-à-dire que x de t est une fonction à temps continu. L'autre, spectral, grand X de f, où la variable f qui représente la fréquence est continue pour les signaux non périodiques, discrète pour les signaux périodiques, pour lesquels f égale n sur t égale n grand F, où t est la période et f la fréquence. Ces deux représentations duales sont reliées par la transformée de Fourier. Cette transformée de Fourier fait passer du domaine amplitude en fonction du temps au domaine amplitude en fonction de la fréquence. Pour les signaux périodiques, on utilise la série de Fourier, dont on rappellera les principaux résultats des paragraphes 3.2 à 3.6. Série de Fourier qui correspond en fait à une transformée de Fourier discrète en f, pour laquelle f égale n fois la fréquence du signal périodique. Et pour cette série de Fourier, on a deux développements, soit le développement SF en série de Fourier exponentielle complexe, qui est de la forme x de t égale sigma par rapport à n de grand xn e puissance jn oméga t, soit le développement en série de Fourier en série trigonométrique réelle, pour lequel x de t égale sigma par rapport à n de cn cosinus n oméga t plus phi n, où oméga égale 2 pi f égale 2 pi sur t, f fréquence du signal, t période. Pour les signaux non périodiques, on utilise la transformée de Fourier, dont on rappellera les principaux résultats du paragraphe 3.7 au paragraphe 3.10, et qui est une fonction complexe de la variable continue f. Voyons maintenant au paragraphe 3.2 les signaux, le cas des signaux périodiques, donc la série de Fourier, et commençons par la série de Fourier en exponentielle complexe. Les coefficients de Fourier complexes xn correspondent pour un signal x de t de période t de fréquence f égale 1 sur t à un développement x de t égal à sigma de n égale moins l'infini à plus l'infini de grand xn exponentielle de jn oméga t ou de 2 pi jnf t. N appartient à z, donc il est positif ou négatif, et les xn sont les coefficients du développement complexe et sont eux-mêmes des nombres complexes. Xn est donné par 1 sur t somme sur une période t de x de t exponentielle de moins 2 pi jnf t dt. Donc on a vu que n appartenait à z, et de plus on a x de moins n égale xn conjugué. C'est une propriété dite de symétrie hermitienne. Les composantes ou raies spectrales du spectre d'une fonction périodique sont la représentation du spectre complexe de x de t, qu'on peut faire graphiquement en modules et arguments de xn. La composante continue correspond à n égale 0 et elle vaut x0 égale 1 sur t somme sur une période de durée t de x de t dt. C'est la moyenne temporelle m indice x du signal x de t. Le fondamental correspond à n égale plus ou moins 1, donc valeur absolue de n égale 1, et il est égal à x1 e puissance 2 pi jft plus x de moins 1 e puissance moins 2 pi jft. Somme de deux nombres complexes qui sont tous les deux conjugués, puisque x1 et x de moins 1 sont conjugués, ainsi que exponentielle de plus et exponentielle de moins. Et la somme de deux nombres complexes conjugués est un nombre réel. Ce nombre réel constitue le fondamental dans le développement de x de t. L'harmonique n correspond à n et la valeur opposée correspondante.
L'harmonique 1, c'est n égale plus ou moins 1. L'harmonique 2, n égale plus ou moins 2, etc. Donc l'harmonique n, c'est xn e puissance 2 pi j nft plus x de moins n e puissance moins 2 pi j nft. La représentation graphique du spectre complexe de x de t se fait en représentant en fonction de la fréquence, donc pour des valeurs discrètes de n égale à 0, 1, 2, etc., n, en représentant d'une part le module de x, d'autre part l'argument de x. Le module de x, c'est ce qu'on appelle le spectre de module, ou encore appelé spectre d'amplitude. Il est représenté ici. On y voit pour n égale 0 la composante continue, pour n égale 1 ce qu'on appelle le fondamental, avec évidemment la partie symétrique ici, n égale moins 1, qui en amplitude est égale, et puis les différents harmoniques, par exemple ici pour 4f, c'est l'harmonique de rang 4. Le spectre d'argument, c'est représenter l'argument de xn en fonction de f pour les différentes valeurs de l'indice petit n. On a vu la série de Fourier en exponentielle complexe avec ses coefficients xn. Voyons maintenant en paragraphe 3.3 la série de Fourier dite trigonométrique réelle avec ses coefficients an et bn, où cette fois, petit n ne prend plus que des valeurs positives. On déduit ce développement du développement complexe, d'une part, par regroupement de xn et x de moins n, qui est égal à xn conjugué, d'autre part, application du résultat, e puissance jn oméga t égale cosinus n oméga t plus j sinus n oméga t. Ce qui va amener donc des cosinus et des sinus, d'où le développement dit en série trigonométrique réelle. Ce développement s'écrit x de t égale x0, le même x0 que tout à l'heure, sigma de n égale 1 à plus l'infini, de an cosinus n oméga t plus bn sinus n oméga t. Qu'on peut encore écrire en regroupant le cosinus et le sinus du même angle ici et en introduisant un déphasage phi n, x0 plus sigma de n égale 1 jusqu'à l'infini de cn cosinus de n oméga t plus phi n. x0 est toujours égal à 1 sur t somme sur une période de x de t dt, c'est-à-dire à la moyenne dans le temps du signal x de t. Quelles sont les formules donnant les coefficients an et bn en fonction des xn? On a an égale xn plus x de moins n, c'est-à-dire xn plus son conjugué, c'est-à-dire 2 parties réelles de xn. Et bn égale j multiplié par xn moins x de moins n, c'est-à-dire moins 2 fois la partie imaginaire de xn. Et en fonction du signal x de t, on obtient les coefficients an et bn par les formules indiquées ici. An égale 2 sur t, somme sur une période de durée t, de x de t cosinus n oméga t dt, et bn la même chose avec un sinus. Représentation graphique du spectre réel de x de t. On va représenter graphiquement, pour n uniquement positif, d'une part le spectre d'amplitude en représentant l'amplitude des harmoniques, en monolatéral parce que n est positif, et d'autre part l'argument, c'est-à-dire phi n. Spectre d'amplitude, le voici, formé de ré correspondant à n égale 0, le fondamental, n égale 0, la valeur moyenne, n égale 1, le fondamental, n égale 2, harmonique 2, 3, 4, etc. Et on a les relations Cn, amplitude ici du cosinus, égale, en fonction des xn du développement complexe de tout à l'heure, 2, valeur absolue de xn, égale encore racine carrée de an carré plus bn carré. Voilà pour les Cn, en fonction des an et des bn, et puis également en fonction des xn.
Voyons maintenant le spectre de phase, c'est-à-dire la représentation de phi n en fonction de l'indice petit n, donc du rang de l'harmonique considérée. C'est aussi évidemment formé par des raies. Et phi n égale l'argument de xn égale l'arc dont la tangente est bn sur a. Paragraphe 3.4, propriétés des coefficients de Fourier. Et commençons par les principales propriétés de x de t se traduisant sur les coefficients de Fourier. Et d'abord les parités. Si x de t est complexe et pair, on a x de moins n égale xn. Et tous les bn sont égaux à 0, c'est-à-dire que le développement ne comporte que des cosinus. Si x de t est impair, on a x de moins n égale moins xn, et tous les an sont nuls, c'est-à-dire que le développement ne comporte que des sinus. Si x de t est réel, on ne peut pas dire grand-chose, sauf si on ajoute les parités. X de t réel et pair, alors x de n est réel et pair, et tous les bn sont nuls. Développement en cosinus. Si x de t est réel et impair, xn est imaginaire pur et impair, et tous les an sont nuls. Développement en sinus. Autre propriété, les coefficients de Fourier an et bn du développement réel, ainsi que module de Cn, tendent vers 0 quand n tend vers l'infini. Autre propriété, translation sur le temps, les coefficients an et bn de x de t moins taux sont les mêmes que ceux de x de t. Et enfin, un signal à symétrie demi-onde correspond à un signal pour lequel x de t plus ou moins t sur 2, la moitié de la période, est égal à moins x de t. Pour un tel signal, A indice de k égale B indice de k égale 0, c'est-à-dire que nous n'avons que des harmoniques impaires. Paragraphe 3.5, décomposition en série de Fourier et spectre d'amplitude de 4 signaux courants. Pour ces 4 signaux, on représentera dans un tableau, première colonne, l'équation du signal, ou plutôt sa représentation graphique. Deuxième colonne, le développement en série de Fourier réel, c'est-à-dire sous la forme sigma de Cn cosinus n oméga t plus phi n. Et troisième colonne, le spectre d'amplitude, c'est-à-dire la valeur absolue dCn en fonction de n. Premier signal, un train d'impulsion périodique d'amplitude E, de largeur tau et de période grand T. C'est un signal pair, il aura un développement uniquement en cosinus. Sa valeur moyenne n'est pas nulle, donc il y a un terme C0 qui est égal à grand E multiplié par le rapport tau sur T. Et le terme générique ici, l'harmonique n, s'écrit Cn cosinus n oméga t, c'est-à-dire cosinus de 2n pi petit t sur grand T. Et le coefficient d'amplitude ici est un sinus x sur x. Le spectre d'amplitude a pour enveloppe le spectre d'une impulsion seule, en sinus x sur x, avec ici la première annulation pour petit f égale 1 sur tau, et la deuxième pour 2 sur tau, etc. Donc voilà le sinus x sur x, ou sinus cardinal de x, et puis les différentes raies, ici, dont celle correspondant à n égale 0, valeur moyenne, l'harmonique 1, l'harmonique 2, l'harmonique 3, etc. Deuxième signal, le signal en dents de scie. Amplitude de moins e sur 2 à plus e sur 2, période t, dents de scie symétrique. Ce signal est impair, il aura donc un développement uniquement en sinus, que voici.
coefficient d'amplitude E sur pi moins 1 puissance n sur n, et ici c'est le sinus n oméga t. L'amplitude des raies est monotone décroissante, et elle est, comme on le voit ici, en 1 sur n. Troisième signal, signal carré symétrique, amplitude de moins E à plus E. Ce signal est impair, et en plus, comme il est impair, il aura un développement uniquement en sinus, mais en plus il est demi-onde. Il n'aura donc que des harmoniques impaires. Voilà l'expression du développement. On voit bien les sinus correspondant ici à des harmoniques impaires, et ici l'amplitude de la raie. L'amplitude des raies décroît en 1 sur n, et il n'y a que des raies impaires. Dernier signal, le signal triangulaire, symétrique, d'amplitude comprise entre moins A et plus A. C'est un signal pair, donc il aura un développement uniquement en cosinus, et de plus, il est comme le précédent demi-onde, donc n'a que des harmoniques impaires. Par contre, donc un développement en cosinus ici, il n'a que des harmoniques impaires, et par contre, cette fois, les harmoniques varient, ici décroissent en 1 sur n2. On a donc quelque chose de semblable au cas précédent, mais avec une décroissance beaucoup plus forte, ici, des raies. En résumé, les séries de Fourier des signaux ci-contre, alors d'abord, on ne les a pas calculées, mais vous pouvez trouver les calculs aux annexes, respectivement, A2, et dans les exercices 1, 2 et 3, ou le TD1. Les signaux carrés et triangulaires à symétrie demi-onde n'ont que des harmoniques impaires. On l'a vu ici. On constate une décroissance des coefficients nettement plus rapide pour le signal triangulaire, pour lesquels la décroissance est en 1 sur n2. Nous admettrons que cette décroissance est liée à la continuité de la fonction x de t et de ses dérivés, comme on va le voir maintenant au paragraphe 3.6. Paragraphe 3.6, harmonique et reconstitution d'un signal par sa série de Fourier. Diapo 1 sur 2, propriété. La décroissance des harmoniques de x de t est d'autant plus forte que x de t et ses dérivées successives sont continues. On démontre que si x de t est discontinu, alors les coefficients xn en module sont majorés par k sur n. Donc, l'amplitude des raies varie pas plus que 1 sur n. Pas plus vite que 1 sur n. Ne décroît pas plus vite que 1 sur n. Si x de t est continu et que x' est discontinu, alors module de x de t est majoré par k sur n2. Donc décroissance en 1 sur n2 lorsque x de t est continu. Si à la fois x et x' sont continus, mais que x seconde est discontinu, c'est en 1 sur n3, etc. On peut approximer x de t par sa série de Fourier. Si x de t est continu, en effet sa série de Fourier converge vers x de t, et une bonne approximation sera obtenue en se limitant à un nombre fini d'harmoniques. Alors premier exemple, ici. C'est la reconstitution d'un signal triangulaire avec ses 9 premiers harmoniques. Si j'ajoute les 9 premiers harmoniques et que je m'arrête là, ça me donne un signal S de t dont on a l'impression ici qu'il est égal, à peu de choses près, au signal triangulaire. La seule différence ici, c'est le petit arrondi au niveau du point de discontinuité de la dérivée ici. Deuxième exemple, ça correspond au cas d'un signal x de t discontinu. Dans ce cas-là, la convergence est moins rapide et il y a en plus des ondulations de la série de Fourier autour de x de t. C'est ce qu'on appelle le phénomène de Gibbs. Voyons un exemple ici. C'est la reconstruction des signaux soit carrés, soit en dents de scie,
mais avec ici 19 harmoniques. Si j'ajoute les 19 premiers harmoniques, j'obtiens à gauche ici, pour le signal carré, le signal qui est dessiné. On voit qu'il ne converge pas tout à fait vers un signal carré et qu'en plus, il y a des ondulations importantes, et notamment au voisinage, ici, des multiples de la demi-période. Là, là, là. Et ici, c'est le cas identique du signal en dents de scie. Simulation MATLAB, diapo 2 sur 2, c'est celle que vous allez faire au TD numéro 1. Voyons là, sur deux signaux, d'abord le signal triangulaire périodique, c'est-à-dire ce signal-là, pour lequel nous allons reconstruire le signal en ajoutant successivement les différents harmoniques. Rappelons d'abord que c'est un signal à symétrie demi-onde, donc il n'a que des harmoniques impaires, et que x de t étant continu et x' discontinu, la décroissance des harmoniques est assez forte en 1 sur n2. Si on met un seul harmonique, on reconstitue l'harmonique lui-même, donc voilà. Maintenant, si j'ajoute le deuxième harmonique, le voici, je constate que en fait, c'est un harmonique négligeable puisqu'il est en 10 puissance moins 17. C'est conforme au fait qu'il n'y a que des harmoniques impaires. Donc allons à l'harmonique 3, le voici, il a une période 3 fois plus élevée que le signal initial, et ajoutons les trois premiers, ça donne le signal qui est en bas, qui maintenant n'est plus sinusoïdal et qui commence à ressembler déjà pas mal au signal triangulaire. Alors maintenant, on va ajouter que les harmoniques impaires, puisqu'on sait que les paires, ils sont nuls. Alors, harmonique 5 en plus. Ça se rapproche un petit peu, encore, du signal triangulaire, ici en dessous. Harmonique 7, somme des 7 premiers. Harmonique 9, on est pratiquement reconstruit le signal périodique. 11, 15, 13, 15, 17, on voit que l'harmonique 17 il commence à être faible, il est en 10-3, donc maintenant ajouter des harmoniques ça ne change plus grand chose à la somme qui est pratiquement égale au signal lui-même et on s'arrêtera à l'harmonique 19. Passons au signal carré périodique et faisons la même chose. Harmonique, d'abord que des harmoniques impaires, puisque c'est un signal à symétrie demi-onde, et cette fois x de t est discontinu, on voit bien la discontinuité ici du signal, donc la décroissance des harmoniques sera en 1 sur n, c'est-à-dire moins forte que tout à l'heure. Il faudra davantage d'harmoniques pour reconstruire le signal. Alors mettons-en d'abord 1, le fondamental. Bon, ben là on retrouve en dessous le signal reconstruit qui est égal au fondamental. 2, alors le deuxième on constate à nouveau qu'il est extrêmement faible, 10 puissance moins 16, c'est normal puisqu'il n'y a que des harmoniques impaires. Passons à l'harmonique 3 et le signal reconstruit à l'aide des trois premiers harmoniques qui n'est plus sinusoïdal et qui commence à ressembler un petit peu plus au signal périodique, mais d'assez loin quand même. Harmonique 5, ça se rapproche un petit peu plus, mais lentement. Harmonique 7, signal reconstruit à l'aide des 7 premiers harmoniques. Harmonique 9, harmonique 11, on voit que l'harmonique 11, bah, il est encore égal à 0,2, donc il n'est pas encore négligeable. Harmonique 13, harmonique 15, toujours pas négligeable, harmonique 17 et harmonique 19. Bon, on arrive à quelque chose d'assez ressemblant par rapport au signal carré, mais avec, on voit bien, les ondulations, ici notamment au voisinage de t sur 2. Fin du cours 1, section 2 sur 3. Ces résultats sur le spectre des signaux périodiques, série de Fourier, sont très importants. Maintenant, faisons 5 à 10 minutes de pause pour les commentaires et les questions, avant d'aborder la dernière section de ce cours numéro 1, relative au rappel sur le spectre des signaux non périodiques, c'est-à-dire la transformée de Fourier.